Donc les renards, c'est donc un animal qui est assez rare finalement. C'est hyper rare d'en voir d'ailleurs. Quand on voit un renard, généralement, c'est un bon présage. Je ne sais pas s'il y en a partout dans le monde. Je sais qu'il y en a en France qui vivent dans les bois. Peut-être qu'il y a d'autres, peut-être des renards du désert, je sais pas. Mais n'empêche que c'est assez rare à voir et on a l'habitude, c'est vrai, du renard qui mange les poules, mais c'est pas. Bon, généralement, c'est plus des problèmes avec les loups. Parce que les renards sont assez rusés, intelligents, assez, je dirais, élégants. Et ils sont, quand on regarde dans le règne animal, ils sont assez haut placés, donc ils sont plutôt des gérants quand même, et ils sont assez respectés par les animaux. Et donc, ils travaillent surtout la pierre philosophale. Donc, bah, dans leur règne, les animaux, ils ont du travail en fonction, ils peuvent travailler avec l'acier, ils travaillent avec les vents, travailler avec l'humain, ils peuvent travailler la verdure, ça dépend. Et du coup, le renard, lui, il travaille directement avec la pierre philosophale. Donc la pierre philosophale, vous avez plein de choses dessus, notamment sur YouTube, qui sont hyper intéressantes. On la retrouve dans Harry Potter, donc ça serait une pierre qui permettrait de transformer le plomb en or. Ça veut dire que si quelqu'un l'a, si quelqu'un sait la faire, eh ben, il pourrait tout transformer en or et devenir du coup riche. Et tous ceux qui travaillent avec la pierre philosophale sont donc on appelle ça les alchimistes, et ils vont travailler avec les différents métaux qui sont à l'intérieur pour arriver à en créer une. Vous avez un livre que j'avais lu où il explique les tentatives justement. Il y en a qui y passent vraiment des années et des années. Je ne sais pas si c'est concluant. Je vais essayer de retrouver le nom. Voilà, j'avais lu un livre de ça, celui-là, de Patrick Bourenstenas, de la matière à la lumière, une pierre philosophale modèle du monde. Donc, quand un scientifique se propose de nous parler de la pierre philosophale, il y a de quoi s'étonner. Et pourtant, Patrick Bourenstenas, scientifique de formation, nous décrit le grand œuvre alchimique qu'il connaît bien et les conclusions qui se sont imposées à lui concernant la compréhension de notre univers. Il nous dit qu'entre la science moderne et l'alchimie antique, le point commun c'est la recherche de l'unité, de la lumière, et que le but de l'alchimie, c'est de transformer la matière en lumière. Celle-ci exerce en permanence une pression sur la matière. Ainsi, la loi de la gravitation, telle qu'elle est habituellement interprétée, peut être perçue autrement, ce qui ouvre des possibilités quant à la compréhension des phénomènes physiques du mysticisme comme la lévitation et le corps de gloire. Il nous propose également une lecture nouvelle de notre réalité, avec ses mondes parallèles et ses trous noirs. À la lumière de l'alchimie s'éclairent pour nous les traditions de la Bible et de l'Évangile et se révèle la réalité qui se cache derrière ces symboles, renouvelant ainsi notre espérance. Donc il y a ce livre-là qui a l'air vraiment bien. En tout cas, moi, j'avais lu un livre. Voilà, c'est moi. Alors, bah, c'est le même auteur, Patrick Bourenstenas, et ça s'appelle Un alchimiste raconte. Et ben, il raconte donc comment euh, il a fait la pierre philosophale. C'est hyper intéressant. Donc, les alchimistes sont rares, on en compte 10 par siècle. Patrick Bourenstenas est l'un d'eux, scientifique de formation. Il a passé des années dans son laboratoire à faire des expériences d'alchimie. D'abord pour se prouver à lui-même que ça ne marchait pas, et ensuite parce que ça a marché. L'impossible est devenu possible. Dans cette autobiographie, il raconte sa quête de la pierre philosophale, celle qui permet d'atteindre l'or des alchimistes, mais surtout la lumière, et répond selon sa vision très personnelle à ces questions fondamentales. Y a-t-il une âme derrière la matière? Comment ce monde a-t-il été créé? Qu'est-ce que la mort et qu'y a-t-il au-delà? Existe-t-il une réalité invisible? Une leçon de sagesse ordinaire qui passe par les méandres de l'extraordinaire, qu'il souhaite partager avec le plus grand nombre. Euh,
Donc moi, je l'avais lu. C'est vrai que, par contre, c'est un livre qui est très dense. Il y a plein d'informations. Donc, quand on le lit, on peut pas forcément tout comprendre tout de suite parce que il y a plein de connaissances et de précisions sur les fers, le cuivre, des choses que moi je connaissais pas forcément. Donc, il y a des parties comme ça que j'avais pas compris dans leur précision, dans leurs détails. Mais ce qu'il raconte dans le livre et que j'ai bien aimé du coup, c'est qu'il raconte qu'à chaque fois qu'il a une étape, parce qu'il y a des étapes un peu cruciales de fusion des métaux, on va dire, euh, il raconte qu'à l'intérieur de lui, il s'est passé quelque chose et que c'est bien parce qu'à l'intérieur de lui, il a fait la fusion en lui-même, ou qu'il a comme eu par exemple une prise de conscience, ou qu'il a changé une façon de réagir, une façon d'être, qu'il a réussi à le faire dans l'atelier. Donc, donc c'est hyper intéressant parce que du coup, il montre bien. Par exemple, je vais vous lire des citations. Quand la lumière entre dans notre monde, elle devient double. Il y a une énergie qui va dans un sens et une énergie qui va dans l'autre sens. Elle coule dans notre monde et elle en part en même temps, formant une sorte de convection. Si on n'attend rien, on trouve tout. Si on attend quelque chose, on ne pourra trouver que ce que l'on attend. Donc, il parle aussi de la façon dont il faut comment dire, se proscrire quand on fait une recherche, quand on a envie de trouver quelque chose ou qu'on est sur notre établi, on peut dire. Comment on se tient par rapport à ce qu'on cherche, c'est très important. Par exemple, la pierre philosophale, certaines personnes qui la veulent absolument, quitte à en devenir obsédées parce que ils veulent devenir les plus riches de la terre, etc. Ça n'arrive pas du tout à la première étape. Donc à chaque fois qu'il y a des étapes pour sa création, il dit qu'il doit se délester de quelque chose. C'est intéressant parce que ça montre que si bien que quand il l'aura, finalement, ça sera devenu un homme sain, donc pas dangereux. Donc c'est aussi une sécurité finalement. Ça c'est intéressant puisque derrière la machine, ça nous fait peur de voir comme une machine où on peut faire des trucs de fou et on se dit mais si quelqu'un la prend, il peut nous tuer ou ça peut être dangereux. Sauf qu'avec la pierre philosophale, puisque elle peut régir des machines et que soi-disant depuis les mythologies on dit que quelqu'un qui la trouve devient riche. Donc, avec cette envie de la plupart des gens d'être riches, on imagine un peu le truc et on se dit, euh, quelqu'un de méchant devient riche et puis il achète un pays avec l'argent et puis il le vole. Grosso modo, on pourrait dire c'est hyper dangereux. Sauf que quand on voit vraiment comment il a fait pour en tout cas s'en rapprocher, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et à chaque fois qu'il y a une fusion, qu'il avance dans la création de ce miracle, à l'intérieur de lui, il y a des parties qui s'en vont. Si bien que si il arrive jusqu'à la fin, c'est impossible qu'il soit méchant. Donc des sciences à l'art, comment la flamme s'est allumée. Et donc ça serait une pierre molle. Et il explique, je suis reconnaissant à ces gens de m'avoir transmis des ambiances plutôt que des savoirs. L'ambiance est pour moi une autre forme de transmission. Et je l'applique quand c'est à mon tour de transmettre. Et donc il explique que il va vite, parce qu'il y a des sortes de livres un peu, c'est codé en fait, avec des personnages pour pouvoir les créer. Il explique qu'au début, en tout cas, il va revenir à la fin parce qu'il va réussir à les comprendre. Mais il explique qu'au début, plus il essaie de savoir et de calculer combien il va mettre de ci, de ça, combien de temps il faut qu'il passe la flamme parce que c'est long, des ébullitions, des trucs, plus il essaye d'être dans quelque chose de calculé, moins ça marche jamais. Mais quand il teste avec les savoirs, ça marche. Et ça me fait penser d'ailleurs au livre aussi, euh, je sais pas Yakitori, c'est les vendeurs de haricots rouges du Japon. Euh, je vais essayer de vous retrouver le nom. Euh, je trouve plus le livre. Ben, en plus, je l'adore. Ah, oui, merci. Les délices de Tokyo.
Les délices de Tokyo, alors un livre qui est trop bien, et un film aussi, donc c'est une dame qui a un petit shop et qui vend, je sais plus comment on appelle, ah les dourians, c'est ça, hein. Des trucs faits avec des haricots rouges qui sont vendus pour notamment les festivals, tout ça au Japon. Et elle explique que, eh ben, comment elle les fait et puis sa petite fille, elle arrive jamais à les faire aussi bien. Pourtant, il n'y a pas de recette et que elle, ça colle tout le temps parce que c'est difficile à faire. Et en fait, elle fait avec des ambiances. Il y a des moments où elle sent qu'est-ce qu'il faut faire, à quel moment. C'est très précis, mais elle explique qu'elle ne peut pas donner de nombre ni de poids et elle fait aux ambiances. Donc ça me fait penser un peu à ça. Et ça me fait penser aussi, pour revenir à la vidéo d'avant, au cirque, puisque c'est des ambiances aussi qui sont proposées avec des personnages et du coup qui sont aussi source bah, de savoir, permettent de plonger les gens comme ça dans des ambiances et on apprend beaucoup. Et donc on explique aussi que la pierre philosophale, c'est le Graal. Et parmi ses pouvoirs, il y aurait donc celui d'opérer des transmutations, c'est-à-dire des changements d'état. La plus réputée des transmutations étant celle qui consiste à faire de l'or à partir d'un vil métal, donc on va dire un métal, un clou quoi, comme le plomb. Cette opération n'est pas une fin en soi, mais seulement la validation de ce pouvoir de transmutation. Donc ce serait même pas la dernière étape. Donc que fait un alchimiste? Il œuvre à la fois dans la matière et en lui-même. Dans le mot laboratoire, on entend ces deux parties complémentaires de son œuvre, labor au sens de travail de la matière et oratoire au sens de quête spirituelle. Donc c'est bien les deux en même temps qui vont créer la machinerie, on peut dire. Qu'est-ce que l'alchimie? Il consiste à percer les secrets de la nature afin de connaître le monde au-delà de ses apparences terrestres. Il cherche l'âme derrière la matière. Et le but de l'alchimiste est de faire disparaître la matière pour retrouver la vraie lumière. En hébreu, lumière se dit aor ou aour, dont on a les mots or, dont on tire les mots or et amour. Et il parle aussi du langage des oiseaux, par exemple précieux, près des cieux. Donc, il y a toute une recherche du langage comme ça. Et il explique que ça n'a rien d'ornithologique parce qu'il porte ce nom parce qu'elle est subtile, donc volatile. C'est le langage codé des alchimistes qui sont des artistes, ne l'oublions pas. C'est l'art d'entendre derrière les mots leur musique, inspirée d'une étymologie réelle ou imaginaire, comme si les sons chantaient à la conscience une autre vérité parallèle et intimement sue. On l'appelle aussi cabale phonétique. Elle se fonde sur des jeux de mots, notamment des homophonies, sel, S-E-L, sel, S-C-E-2-L-E, ou sel, S-E-2-L-E-S. Mon ami Pierrot, Pierre-O. Étrange, être en je, bien, bi, un. Elle intègre des clés comme la correspondance métal, couleur, dieu, planète. Par exemple, Diane de Poitiers, la Diane de Poitiers, c'est l'argent de Poitiers. Et elle attribue à chaque lettre un sens symbolique. Le mot en étant la combinatoire. Par exemple, le mot fort combine le F du feu, l'eau, le O de l'eau, le R du l'air et le T de terre. Cette langue émaillera les pages qui vont suivre jusqu'à vous devenir familière. Donc, ils travaillent beaucoup avec le langage des oiseaux comme ça. Donc, on voit que c'est aussi des gens qui ont une grande conscience artistique. Donc, vraiment, je vous conseille ce livre si ça vous intéresse. Il est très complet. Et dedans, on va retrouver donc il y a un moment, par exemple, il est bloqué et il va faire un pèlerinage. Et il y a les premières expériences, le poids des émotions, et quand il a trop d'émotions, ça ne marche pas, par exemple. L'invention de la trame, et il va jusqu'à parler de la Bible, la carte métallique. Et il parle même de l'illumination, du bonheur aussi, hein, du petit bonheur. Et, euh, et donc, vous avez les premières expériences d'alchimie opérative. C'est hyper intéressant parce que du coup, il explique vraiment de manière concrète qu'est-ce que ça a fait et c'est quand même compliqué, hein. Donc là, il dit ora legge labora et invenies. Prie, lis, relis, travaille et tu trouveras. C'est l'une des seules indications écrites du mutus liber.
J'ai lu et relu bien des livres anciens, compilé et comparé des recettes, décrypté peu à peu ce qu'elles signifiaient, prié la salamandre et travaillé sans relâche. Objectif, celui du débutant, obtenir un régule martial étoilé, c'est-à-dire un petit bloc de métal avec une étoile à 5 branches qui apparaît à sa surface. On croirait même y voir des plumes de volatiles qui auraient été fixées. Techniquement, c'est très simple, ça nécessite peu de matériel, bien moins que dans la voie végétale. Une matière première, un feu de bois, un creuset, une pince et une lingotière. J'en vois qui montent des usines à gaz. Pour moi, plus on a besoin d'accessoires, moins on fait de l'alchimie. Nos modèles, ce sont les anciens testaments. Est-ce qu'il y avait des balances atomiques ou je ne sais quoi? Certainement pas. Et là, il raconte vraiment précisément. Et ce qui est intéressant dans ce qu'il dit aussi, c'est qu'il dit qu'il n'y a pas besoin d'accessoires parce qu'il y a eu toute une quête justement du Graal. Je crois que c'est ce qu'on retrouve dans Seigneur des Anneaux notamment. Et que, il y a des gens, ils ont créé des immenses usines moches, mais immenses, avec des tas de gens sous leurs ordres, tout ça pour créer la pierre philosophale. Ça existait, hein, des hommes ou des femmes riches qui ont pété un plomb comme ça, parce qu'ils voulaient devenir les maîtres du monde. Une sorte de mégalomanie maniaco-dépressive. Sauf que, ben, évidemment, dès le départ, ça marchera pas parce que c'est quand même intérieur. L'alchimie se procède à l'intérieur et c'est parce que l'alchimiste devient lui-même un Graal d'ailleurs qu'il peut l'arriver à la faire. Donc il faut quand même avoir envie de grandir à l'intérieur de soi, d'apprendre. Si c'est juste pour être le maître du monde et rester dans l'ignorance, ça peut pas marcher. Et je rajouterais à ça que, il y a des machines qu'on fait nous et qui sont des machines, c'est, la pâte à crêpes. La pâte à crêpes est apparemment une machine. Donc ils en parlent dans le livre. Et on a l'habitude aussi de dire l'appareil, je ne sais pas si vous avez entendu en pâtisserie, mais en farce, notamment les tomates farcies, ça se dit l'appareil à farce. L'appareil pâte farce. Les mousses farce, c'est pas ça. C'est pas un appareil, hein, c'est vraiment la pâte, on appelle ça comme ça. Appareil, je sais pas comment ça s'écrit. Définition appareil en pâtisserie. C'est un mélange d'un liquide de farine, d'œuf et de sucre. Un appareil à crème prise est une préparation à base d'œuf et de crème, voilà. Donc des fois ils disent préparer l'appareil et après faire cuire, nanana. Ben, du coup ça doit être une machine aussi. Et il y a aussi, je ne sais pas si vous voyez, mais les tissus à pois, c'est extrêmement important. Dans la ville de Poitiers, justement, bah, ils en sont spécialistes, notamment pour le flamenco, les mariages aussi gitans, avec les pois qui sont travaillés de différentes manières et qui émanent d'un grand savoir, parce qu'en fait, dessiner un pois, il y a plusieurs façons, et eux, ils font le poitiers, ça veut dire que c'est une croix qui ressemble à un peace and love, et ensuite qui fait une rotation, et ça va créer le pois. C'est vraiment hyper important dans la danse et le cirque. Et c'est aussi parce que c'est créé pour créer des machines, les poids, les trames de poids, les indentations comme ça sont des créations de machines. On pense notamment aux machines à musique, vous savez, le papier troué là, perforé.